Bonjour à tous, je suis Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie. Je suis ravie de vous accueillir, si je puis dire, dans ce second rendez-vous d'une série qu'on a placée sous le signe d'un printemps résilient. C'est en effet sous ce titre qui est, je l'avais dit lors de la première séance la semaine dernière, une forme de clin d'œil à Rachel Carson et à son livre fondateur de l'écologie moderne, Un printemps silencieux, que certains d'entre vous ont peut-être lu, sinon je vous le conseille pour les quelques heures de confinement qui restent, un livre qui est paru en 1962. C'est donc sous ce titre de Silent Spring, Resilient Spring, pour ce qui nous concerne, que nous vous proposons cette série de 3 webinars pour partager avec vous nos réflexions sur la résilience productive, industrielle, alimentaire et sur la façon dont on pourrait, d'une certaine façon, relancer l'économie qui va en avoir grand besoin par le local. Alors, la semaine dernière, on a parlé de résilience alimentaire et ce matin, on va parler des solutions agiles, sobres et locales que nous appelons plug and play. Ceux qui nous connaissent, donc vous, pour l'instant, c'est peut-être un peu mystérieux. Dans une heure, ça ne sera plus, il y aura plus de mystère autour de ce sujet. Ceux qui nous connaissent bien depuis les 27 ans qu'Utopie existe, ou même plus récemment, savent que ce sujet de la relocalisation et de la mondialisation, enfin de la façon de combiner les deux, est un thème de travail ancien chez nous, à la convergence des questions de territoire, de climat, de lien social, de consommation engagée. Je rappelle, je l'avais dit la semaine dernière, désolé pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière, mais qu'on a mené plusieurs études sur le sujet, sur ce qui explique les écarts de prospérité entre les territoires. Et ces études montrent que, évidemment, ce n'est pas la relocalisation ou la mondialisation, mais bien l'un et l'autre qu'il faut. C'est intéressant pour éclairer la période actuelle. Il faut la mondialisation pour faire entrer des devises, si je caricature un peu, et il faut une économie locale dense et diversifiée pour faire jouer ce qu'on appelle, nous, l'effet multiplicateur, qui explique, d'après ces études qu'on a menées un peu partout dans le monde, un tiers des écarts entre les territoires. C'est un peu, Arnaud l'avait expliqué la semaine dernière, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet flipper, c'est-à-dire il faut que la bille entre dans le jeu et ensuite il faut qu'elle rebondisse, il faut qu'elle puisse rebondir entre une multitude d'acteurs locaux différents. Comme on l'a dit la semaine dernière, ce débat mondialisation-relocalisation est réactivé et pour cause dans la crise actuelle. On voit que la question de la souveraineté productive, entre guillemets, de la relocalisation, on le vend en poupe, ces questions, on le vend en poupe. Et s'il est certain qu'il faut relocaliser certaines productions, on en a parlé sur l'alimentation, notamment la semaine dernière, ce qui est en jeu, nous semble-t-il, encore davantage, c'est la résilience de nos systèmes productifs et leur capacité à faire face aux aléas, à absorber les chocs, et Dieu sait qu'en ce moment on est servi, et à se réorganiser, notamment face aux pénuries potentielles du fait de la crise sanitaire aujourd'hui, mais aussi demain sans doute de la crise économique et après-demain encore de la crise climatique par exemple. Donc, d'où cette série de webinars qui en fait explore ce thème de la résilience de nos systèmes productifs et industriels et qui est fondée sur une conviction que certes l'économie est dans une grande pause, mais qu'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir 6 mois pour reconstruire plus tard et qu'au fond le monde d'après se construit aussi et avant tout avec les solutions sobres, agiles et locales que les entreprises vont être capables de mettre en œuvre dès aujourd'hui, mettent déjà en œuvre d'une certaine façon, un peu dans une approche ascendante ou bottom-up, partant du terrain, et pas uniquement, évidemment, même si ça compte au vu des budgets qui vont être engagés, avec des plans de relance descendants, top-down, venant évidemment de l'État. Voilà, c'est aussi pour cette raison, parce qu'on peut pas vraiment, on considère qu'on ne peut pas vraiment attendre et prendre 6 mois, 1 an pour réfléchir, que nous avons voulu engager le dialogue avec vous dès maintenant et partager nos réflexions autour de 3 dimensions qui nous paraissaient intéressantes autour de ce concept, dans ce concept de résilience productive, qu'on vous propose d'explorer dans 3 projets collaboratifs qu'on lance dans le cadre de notre think tank. Donc le premier a été présenté la semaine dernière. C'est une étude sur la résilience alimentaire. Aujourd'hui, Annabelle vous parlera à la fin de cette matinée d'un projet de groupe de travail qu'on a justement pour explorer ces solutions plug and play, leur faisabilité et peut-être pour avancer plus vite sur ce sujet. Voilà, alors ce matin, on a plus d'intervenants que la semaine dernière. Ça va être un petit défi supplémentaire sur le timing. Et avant de passer la parole à Boris Chabanel, qui est expert chez nous sur les économies locales durables, et à Annabelle Richard, qui est manager transition des territoires dans l'équipe d'Arnaud Florentin,
J'accueille aussi, parce que comme ça ils sont là, Arnaud évidemment qui est directeur associé chez nous, qui répondra aux questions à la fin, qui va être avec nous tout au long de cette matinée. Samuel Roumeau qui est manager du think tank et de la stratégie, qui posera les questions avec moi. Et on a 2 intervenants externes ce matin que je remercie d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Guillaume Fourdinier qui est cofondateur d'Agricool et Guilhem Grimaud qui est responsable éco-innovation chez MTB Group. Vous les entendrez tout à l'heure, puisque eux ont expérimenté, déjà mis en œuvre ces solutions plug and play. Avant de passer la parole à Boris qui me succède, je vais juste vous rappeler que vous pouvez nous poser des questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions qui normalement est à votre droite. Ouais, je vois déjà qu'il y en a quelques-unes. Voilà, on va essayer d'y répondre évidemment dans le fil de l'intervention et puis on essaiera de les regrouper et d'en prendre plusieurs évidemment, autant que possible d'ailleurs, à la fin de cette session. Voilà, merci à tous. Boris, je te laisse la parole. Voilà, merci. Le son est coupé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de dévoiler ce qu'on entend par solution plug and play, revenir justement sur ce contexte actuel à fort enjeu et dire quelques mots finalement sur cette notion de résilience productive, pourquoi aujourd'hui ça fait sens de mettre sur la table cette approche-là. Et donc partager avec vous 5 constats majeurs qu'on va balayer assez rapidement, encore une fois pour qu'on ait tous le temps d'échanger. Un premier sujet qui est peut-être le plus évident quand on regarde la situation actuelle, c'est à quel point cette crise actuelle, cette crise sanitaire, révèle notre dépendance aux importations, la dépendance de notre économie, et notamment sur 2 aspects, hein, si on regarde les choses assez rapidement. Un aspect consommation des ménages, et on pourra donc avoir en tête cette étude qui était parue l'an dernier de l'INSEE qui nous expliquait qu'en valeur, finalement aujourd'hui, seulement 36% de ce que consomment les ménages en France aujourd'hui a été produit sur le territoire. Et puis d'autres études nous expliquent également que nos exportations, de la même manière, en valeur, contiennent de plus en plus d'importations, c'est-à-dire que la valeur de nos exportations est de moins en moins produite sur le territoire national. Et finalement, ce sujet des importations était jusqu'ici passé un peu sous le tapis, un peu mis dans l'angle mort des politiques qui visaient d'abord à jouer sur l'attractivité, le positionnement sur les marchés mondiaux. On se rend compte qu'aujourd'hui, ce sujet des importations revient sur la table. Et puis, si on tire le fil des importations, il y a le second sujet, le fait que, et là aussi la crise le montre de manière, et l'amplifie de manière assez inédite, c'est finalement les vulnérabilités qu'il y a autour de ces chaînes d'approvisionnement mondiales, ces chaînes de valeur mondiale, comme disent les économistes. Et on se rend compte que ces chaînes de valeur qui donc se sont organisées ces dernières décennies autour de différents principes. On a fragmenté les étapes de production, on les a éclatés géographiquement pour aller produire là où c'était le plus efficace, là où c'était le plus rentable, etc., etc. Et en concentrant en fait la production à travers quelques entreprises, quelques unités de production, quelques usines, on se rend compte qu'aujourd'hui ce gain d'efficacité, cette quête d'efficacité, s'est fait aussi au prix de nouvelles vulnérabilités. Et comme l'explique là aussi un certain nombre d'études, vous mettez un grain de sable dans l'un des maillons de la chaîne et ça peut avoir des effets de cascade assez considérables. Et sans doute que du point de vue des entreprises, du point de vue de nos entreprises, une difficulté aujourd'hui est d'identifier d'où peut venir le risque, puisqu'en fait, on se rend bien compte que dans ces chaînes de valeur, même quand on n'a pas forcément de fournisseurs directs qui sont à l'étranger, on voit que l'imbrication fait que la difficulté, le risque d'approvisionnement peut venir du fournisseur N+2, N+3, N+4. Donc, tout cela crée de la vulnérabilité et une difficulté à voir d'où peut venir le risque. Et puis, si on prend un petit peu de recul, là, c'est des éléments très à chaud que nous montre la crise, mais en toile de fond, particulièrement en France, un pays particulièrement marqué, hein, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs par la désindustrialisation, on se rend compte qu'il y a un peu un certain nombre de mythes qui sont en train de tomber. Il y a le mythe de la France sans usine, qui, à partir des années 90, a consisté à dire que finalement la valeur n'était plus dans la fabrication. La valeur se situait en amont, dans la recherche, dans l'innovation.
se situer en aval, dans le marketing, la distribution, les services, etc. Et que finalement, la fabrication avait vocation à être laissée à d'autres, notamment dans l'idée également que finalement, dans cette perspective aussi qu'on a appelée société post-industrielle, finalement, laissons à d'autres le soin de produire des produits qui seront moins chers, et finalement, on pourra davantage consommer de services. Et là aussi, on se rend compte que finalement, la réalité est sans doute un peu différente, avec notamment une étude récente de la Fabrique de l'Industrie qui explique que, en fait, si on raisonne en valeur, le gros de la production, le gros de la valeur aujourd'hui se situe toujours dans la fabrication, et que finalement, les activités qu'on a pu développer en amont et en aval, les activités, les emplois, n'ont finalement jamais compensé ce qu'on a pu perdre au niveau de la fabrication. Et de la même manière, du point de vue du consommateur, on a certes eu accès à des produits low cost, mais finalement, on se rend compte que l'intérêt peut être à un moment donné un petit peu limité si c'est au prix finalement d'un chômage accru, si c'est au prix de produits de moindre qualité, finalement, que ce soit en termes de valeur d'usage, en termes d'impact environnemental, d'impact social, etc. Donc là aussi, un certain nombre de réinterrogations fortes sur notre vision de l'économie. Ce qui nous amène au quatrième point, c'est que finalement, cet éloignement, cette distanciation vis-à-vis de la production nous a finalement aussi un peu coupé de l'empreinte en fait environnementale de tout ce que l'on peut consommer, que ce soit au niveau de notre tissu économique ou de la consommation finale. Et il y a un enjeu très fort aujourd'hui à se rendre compte que finalement le gros de nos impacts environnementaux, de notre économie, se loge aujourd'hui dans nos importations. Si l'on regarde l'empreinte carbone de la France, si l'on regarde l'empreinte matière de la France, aujourd'hui, la majeure partie de ces impacts, ils sont dans nos importations. Et donc, finalement, derrière cette question de la résilience productive, où on parle aussi beaucoup de relocalisation en ce moment, se pose aussi la question de comment réduire ces importations à fort impact et d'y substituer des solutions plus soutenables. Et puis, dernier point, très fortement dans l'actualité également, il y a plusieurs études qui ont été menées, plusieurs enquêtes qui ont été menées ces dernières semaines et qui finalement viennent confirmer une nouvelle fois des attentes qui ne sont pas nouvelles du point de vue des citoyens et des consommateurs. C'est des attentes en termes de consommation responsable, c'est des attentes en termes de proximité des produits. Et on le voit qu'aujourd'hui, ça prend vraiment un accent aussi en termes de résilience et de souveraineté, et finalement reprendre la main sur ce que l'on consomme et la manière avec laquelle ce que l'on consomme est produit. On va passer à la diapo suivante. Ce qui nous amène à mettre sur la table, à partager cette notion de résilience productive et de se dire finalement dans cette crise comment on peut tirer parti de cette crise, en tirer des enseignements et pour construire, pour développer, pour donner une dimension nouvelle à notre économie et mieux se préparer aux années qui vont venir. Il n'y a pas besoin de faire une liste. On voit que les chocs peuvent finalement venir de partout. Ça peut être des chocs environnementaux, des chocs économiques, des chocs géopolitiques, des questions sanitaires, des questions sociales. Ça peut venir de n'importe où. Et finalement, la question qui est posée à notre économie, mais finalement à chacune de nos entreprises, c'est comment arriver à résister, à absorber et même à se rétablir et peut-être même à se transformer face à ces chocs qui, on le voit, peuvent être des chocs d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une difficulté à accéder à ce qui est produit, on a une difficulté à accéder aux ressources sur lesquelles on comptait jusque-là, et puis c'est aussi un choc de débouché, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut plus ou moins bien importer, en même temps on a du mal à exporter, donc il y a aussi cette question de quelle agilité pour trouver de nouveaux débouchés. Et c'est là où on peut se poser la question de la résilience productive et donc de cette capacité à développer finalement de nouvelles réponses, à pouvoir produire dans l'urgence, dans le court terme, les produits dont on a besoin sur le territoire, que ce soit au niveau des ménages, des entreprises ou des services publics, et donc de pouvoir le faire de deux manières. On a essayé de le structurer un peu de cette manière-là, à travers cette notion d'espace productif, et même quelle est l'envergure de ce qu'on peut produire. Et il y a un peu deux piliers, deux dimensions dans cette approche-là. Il y a finalement l'existence, c'est-à-dire qu'on a tout cet héritage productif qui est quand même encore là. Tout ce qu'on est capable de produire aujourd'hui, tout ce qu'on produit aujourd'hui sur le territoire, c'est un socle. Et puis il y a notre capacité, ça c'est une dimension sans doute plus nouvelle et assez cruciale dans le contexte actuel, comme le montre le contexte actuel,
c'est cette capacité à faire des sauts productifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de produire toute une gamme de produits. Et finalement, ces produits, ils ont des parentés avec d'autres produits. Et ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des passerelles vers d'autres productions. Et on le voit, il y a de très nombreux exemples au cours des dernières semaines qui montrent que les entreprises ont été capables, à un moment donné, de déployer autrement leur ligne de production, leur savoir-faire pour produire les produits dont on a besoin aujourd'hui et qui correspondent à des pics de demande qu'on peut difficilement prévoir en fait. Donc l'agilité productive, la résilience productive, elle est aussi là. Et puis donc dernier éclairage introductif, donc ça renvoie à des travaux qu'on a réalisés récemment, donc sous la houlette d'Arnaud Florentin, qui pourra sans doute en dire quelques mots supplémentaires tout à l'heure. En fait, on a essayé de faire l'exercice, alors à différentes mailles. Là, c'est des éclairages à la maille des pays, mais on a fait le même travail à la maille de la France, à la maille des régions. C'est se poser la question du niveau de résilience aujourd'hui de nos économies, en regardant ce qui est consommé sur les territoires, donc chacun des pays, et de regarder en face quelle est la capacité à produire en regardant ce qu'on produit actuellement et en prenant en compte la deuxième dimension que j'évoquais là, c'est-à-dire cette capacité à aller chercher à produire d'autres produits qui restent dans le même spectre un peu de savoir-faire. Et on se rend compte que globalement, il n'y a aucun pays qui est capable de produire plus de 50%, plus de la moitié de ce qu'il consomme. Et on a un très grand nombre de pays qui se situent très en dessous de ce chiffre-là, de ce score de résilience, et ce qui pose donc vraiment fortement la question de où est-ce qu'on en est finalement très, très précisément et comment surtout on peut déployer cette capacité à faire des sauts productifs et à déployer notre capacité productive dans les territoires. Et on se rend compte que cette résilience productive, elle suppose de dépasser un certain nombre d'obstacles ou de freins. On peut en citer trois, il y en aurait d'autres, mais on se rend compte que notre géographie économique, on parle d'héritage économique, on parle d'héritage productif, il y a une inertie qui est quand même assez forte, il y a des spécialisations qui se sont mises en place et finalement les dernières décennies je dirais d'insertion à la mondialisation par la compétitivité, par l'excellence, a plutôt tendance à renforcer cette logique de spécialisation au détriment de la diversité productive. Et puis aussi une concentration d'un certain nombre de fonctions économiques dans certains territoires. On a beaucoup parlé de métropolisation ces dernières années également. Donc, une géographie économique qu'on a besoin aussi de faire bouger pour développer cette résilience. On se rend compte également que les combinaisons productives, là aussi, à partir du moment où elles sont en place, sont pas forcément faciles à faire bouger. Et finalement, quand on raisonne sur une logique productive de court terme, il y a quand même vraiment besoin de trouver une nouvelle agilité, de pouvoir combiner différemment des ressources sur les territoires, notamment en partant finalement de ce dont on dispose dans chaque lieu d'implantation de nos entreprises. Et puis, quand on parle d'industrie et de fabrication, il y a évidemment toute une question capitalistique qui intervient. On est sur des investissements importants et on le voit quand on concentre la production, on est sur des investissements de plus en plus considérables. Ça peut aussi être un facteur bloquant quand il s'agit d'être plus agile et de réorienter une production, que ce soit en termes d'approvisionnement ou de débouchés. Donc là aussi, il y a un enjeu à trouver plus d'agilité dans notre outil productif. Voilà, quelques premiers éléments d'introduction, puis je vais laisser donc la parole à Annabelle qui va vous dévoiler cette vision des solutions PLBNP, dans quelle mesure elles font sens dans ce contexte actuel. Merci beaucoup Boris pour ce panorama, cette première définition de ce qu'est la résilience productive, donc capacité à produire en local et à faire les sauts productifs nécessaires. Et puis là on a vu les freins qui sont aujourd'hui au sein de notre tissu industriel actuel. C'est des freins qu'il va falloir dépasser assez rapidement parce qu'il y a urgence à agir. Et puis les freins, les inerties que tu citais Boris, elles vont rester. Donc l'idée c'était de trouver une solution de rupture qui puisse permettre de vraiment changer la donne dans la façon dont on produit sur nos territoires. Donc la solution qu'on voulait vous partager, c'est ce qu'on appelle des solutions Lego ou des solutions modulaires. L'idée c'est d'avoir en fait des petites unités productives qui peuvent
se plugger les unes et les autres, qui sont de petits formats, souvent, donc c'est souvent sous forme de containers, et qui sont modulaires dans le sens où on peut les combiner les unes aux autres. Évidemment, on mobilise souvent des technologies digitales pour faire ces liens entre les unités. Ça peut être de la robotisation, ça peut être de l'impression 3D, ça peut même être de la blockchain. Et ces unités, elles sont capables de se greffer très rapidement, ça peut se faire en moins d'une journée, et assez facilement, c'est-à-dire que c'est directement, j'ai envie de dire, connecté au site industriel, évidemment, mais ça peut aussi être imaginé à l'échelle d'une exploitation agricole, d'un magasin, d'un hôtel, donc vraiment en tissu urbain, et même à l'échelle de petites unités comme un hôpital ou une habitation. Ça peut même être mis en place sur des friches industrielles. Donc on voit vraiment que ça permet de complètement repenser la façon dont on imagine l'outil industriel, l'outil logistique. En fait, l'idée n'est pas nouvelle parce que le container, il a été inventé en 56. L'idée, c'est d'associer cette invention de 56 qui reste hyper utilisée et qui de fait reste un symbole de la mondialisation. Regardez, il y a à peu près 2 millions de containers qui sont fabriqués chaque année. Il y en a en tout 45 millions dans le monde qui circulent en ce moment. Donc ce symbole de la mondialisation, en le couplant à la 4e révolution industrielle, aux nouvelles technologies et puis à cette volonté de renforcer l'ancrage local dans nos territoires, ça offre en fait plein de bénéfices qui sont ceux des solutions Lego, c'est-à-dire que les unités sont robustes, elles sont pensées pour être durables, solides, elles sont standardisées. Donc, on peut imaginer d'avoir une réponse, j'ai envie de dire, optimisée, qui permet d'aller très vite dans le déploiement et en même temps, même sous un format très standardisé, d'avoir des choses très personnalisées. On verra dans les exemples tout à l'heure, hein, on peut vraiment être sur un outil industriel très fin qui répond à des demandes très exigeantes et très précises. On a la modularité, donc ça permet de penser de la déconstruction, construction, de l'assemblage. Et c'est cette modularité qui permet d'avoir une créativité économique plus forte, d'avoir vraiment des combinaisons très multiples qu'on peut faire à l'échelle d'un site, d'un territoire. Et puis une nouvelle mobilité de l'outil productif et qui ouvre en fait une nouvelle approche de l'urbanisme économique. Boris montrait tout à l'heure que l'outil industriel, il était souvent lié au foncier. Là, en fait, c'est comme si on déterritorialisait un peu l'outil productif et on ouvre en fait plein de perspectives nouvelles sur la façon dont on va mailler le territoire et on va en fait penser le métabolisme productif du territoire. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à construire une économie qui est plus distribuée, donc qui pour nous sera plus résiliente. Donc, on passe d'une économie très centralisée à une économie qui est aujourd'hui en train de se décentraliser parce qu'on a l'évolution des makers, le fait d'avoir des unités un peu plus petites, on l'avait vu au séminaire précédent sur la microfabrication. Là, nous, on a le sentiment que le container, il rajoute une brique à ça et il permet vraiment de passer à une économie complètement distribuée qui nous permet de mailler le territoire de façon beaucoup plus fine et dans un temps plus court. Donc, ça permettrait de déployer des solutions d'urgence, comme ça a été le cas aujourd'hui. Ce sera le cas demain et ça peut être le cas dans les situations d'aléas climatiques, de crise sanitaire, de crise diplomatique également. C'est déjà testé dans des pays, on va dire, à risque. Si on reprend la définition de la résilience productive de tout à l'heure, ça permet de densifier le tissu productif, c'est-à-dire si on a déjà des ressources locales, on va pouvoir produire plus rapidement et sur site. On va pouvoir produire d'autres choses, notamment en exploitant des synergies productives. C'est des choses qu'on avait présentées la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va exploiter les parentés entre des filières pour se dire, si je plug la bonne solution industrielle, je vais pouvoir permettre des synergies entre des filières aujourd'hui qui ne se parlent pas. Et ça permet ça, in fine, de rapprocher l'outil de production de la demande locale. On voyait qu'il y avait une montée en puissance de la demande du local chez les consommateurs. Et ça permet aussi de renverser la donne, c'est-à-dire qu'on va plus exporter forcément des marchandises, mais on va pouvoir aussi exporter l'outil de production. Et on va de fait personnaliser aussi l'offre de façon plus adaptée. Donc là, l'idée de l'économie distribuée, évidemment, c'est pas de se dire qu'on va se refermer, hein, c'est vraiment, on va essayer d'hybrider des approches mondiales. On va rester sur des grandes unités de production. On sait qu'il y aura toujours des spécialisations territoriales à l'échelle des zones monde, mais on va l'hybrider avec du local
Après, les échelles, évidemment, sont articulées de façon très fine en fonction des secteurs et des marchés, mais l'idée, c'est de permettre cette hybridation. Et puis, de fait, on imagine que cette économie plus distribuée et que le container, il peut jouer. Alors ça, c'est une chose qu'on mettra en débat, notamment avec nos intervenants, sur les coûts, parce qu'on sait qu'on aura des coûts d'investissement et de structure a priori moindres, car optimisés, des coûts de transport qui vont évoluer, des coûts de stockage qui seront différents. L'automatisation, la digitalisation qui va faire évoluer aussi le coût de la main-d'œuvre. Et puis, on le verra tout à l'heure avec l'exemple de MTV, c'est qu'on peut aussi avoir des perspectives de mutualisation. Donc, toute cette approche très plateformique de l'économie, elle permet au fait de vraiment changer les modèles économiques et du coup la construction du prix et de peut-être rendre demain le local plus accessible. C'est de fait une question qui est au cœur des débats. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2-3 ans, il y a l'émergence de plein de solutions dans plein de secteurs sous forme modulaire, containerisée. Les formats varient un petit peu, mais ils peuvent répondre à énormément de besoins qui sont extrêmement stratégiques pour le fonctionnement des économies, l'accès à l'eau potable, le stockage d'énergie, la production de logements de qualité architecturale et thermique très satisfaisante, la production agroalimentaire. Donc là, on a un exemple de micro-laiterie. On avait montré la semaine dernière la production agricole. Donc, on a même des unités agricoles quasi autonomes sous forme de containers. Et puis, de l'usinage. Donc là, typiquement, vous avez l'exemple d'une usine Nokia qui produit des petits équipements. Voilà. Donc, on sent, nous, qu'on est à un point de rupture où ça fait 2 ans qu'on a identifié à peu près une centaine de solutions sur tous les secteurs, sur tous les besoins. Et on sent qu'il y a un potentiel énorme autour du plug and play parce que ça peut aussi répondre à des défis que nous, on identifie pour les territoires. Je vais passer assez vite parce que j'ai envie de laisser la parole à notre intervenant, mais le premier défi, c'est la première promesse, c'est comment on peut accélérer les dynamiques d'économie circulaire et d'écologie industrielle sur les territoires. On sait aujourd'hui qu'il faut réduire l'intensité énergétique de notre économie si on veut atteindre l'objectif de neutralité climatique. Et on sait que ça va passer par le fait de valoriser au maximum des matériaux qui sont aujourd'hui vus comme des déchets. Donc là, je vous ai donné des exemples de 4 entreprises qui font pour Enexor de la valorisation en conteneur de plastique, valorisation énergétique de plastique, Inopsys qui fait du traitement des eaux usées sur un site industriel, MTB qui va nous parler tout à l'heure qui fait du recyclage de câbles pour en retirer notamment des métaux de très haute qualité, et puis des applications de type carbone 8 qui permettent à partir des émissions des usines et des déchets minéraux de produire des granulats de construction. Donc on sent qu'il y a plein de solutions qui permettent aujourd'hui de penser l'écologie industrielle et l'économie circulaire de façon interfilière. On sent que c'est ça qui bloque aujourd'hui. Évidemment, il y a des démarches d'économie industrielle qui sont mises en place, d'écologie industrielle ou d'économie circulaire en place sur les territoires, mais ça prend beaucoup de temps. Ce sont des choses qui mobilisent beaucoup d'acteurs et dont on sent qu'elles peinent à émerger même au bout de 5-10 ans de travaux sur ces sujets. Et nous-mêmes, évidemment, on emmène de notre côté, mais on sent que il y a besoin d'injecter beaucoup plus rapidement des façons de créer des synergies. Une autre promesse des solutions plug and play, c'est, j'ai envie de dire, d'intégrer la 4e révolution industrielle et peut-être d'accélérer sa diffusion. Donc, quand on parle de 4e révolution industrielle, on va parler de robotisation, digitalisation, de 3D. C'est des choses qu'on voit émerger d'un point de vue culturel avec le mouvement des makers. Après, on a le sentiment que c'est pas forcément encore rentré aujourd'hui dans la culture industrielle. Là, le PNP permet peut-être plus rapidement de libérer la 4e révolution industrielle et de jouer, comme on disait tout à l'heure, sur les coûts, sur l'automatisation et aussi de fait repense le développement des compétences dans le monde de l'industrie dont on sait que il y a un sujet sur le fait qu'il faut revaloriser et rendre plus attractifs les métiers industriels en France, comme le montrait Boris tout à l'heure, sur le fait qu'on est aujourd'hui on a créé des économies sans usine et on en voit les limites. Et donc on a des applications type Made in Town qui permettent de créer des pièces médicales de haute qualité en hôpital. On a Nokia au Milbot qui font vraiment de l'impression 3D, de l'usinage très fin de pièces de très haute qualité. Et puis Farm from a Box dont je vous parlais tout à l'heure où on a un système intégré hyper technique qui permet de produire
avec un sol fertile, des denrées agricoles. La troisième promesse des solutions PNP, c'est de participer à la décentralisation de la production énergétique. C'est un peu le deuxième volet du défi climatique, c'est de produire des énergies renouvelables. Les problèmes des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes, donc il y a un enjeu à les produire, les stocker, les redistribuer et à penser autrement les circuits de distribution, notamment via la blockchain. Donc là, c'est pareil, c'est en articulation avec ce qui se fait au niveau des territoires sur de la planification long terme avec les grands acteurs, avec les grands opérateurs d'énergie. Mais on sent qu'il y a plein de choses qui permettent, voilà, de changer la donne sur le réseau énergétique. Je vous ai mis quelques exemples. Rolls-Royce qui est passé des moteurs de voiture au microgrid, donc du stockage d'énergie électrique et de la redistribution à petite échelle. On a des solutions qui permettent de faire de l'air conditionné, des piles thermiques ou du stockage, enfin de la production, stockage et distribution d'hydrogène par exemple. Donc là encore, énormément d'opportunités dont doivent se saisir les acteurs industriels et les acteurs territoriaux. Et puis, on va aussi revenir en ville. C'est des choses qu'on a mis en avant dans les dernières notes de position qu'on a publiées. Une sur les villes fabricantes en 2018 et puis une sur le placemaking en 2019. C'est qu'il y a urgence aussi à repenser, à revitaliser nos centres-villes, soit en pensant autrement les projets d'aménagement, en pensant autrement la façon dont on crée les places, en associant les habitants à la conception des places. Et donc ça veut dire aussi de penser autrement le temps du projet. Et les containers peuvent être une façon de penser autrement la fabrique de la ville. Donc là, c'est un exemple de pop-up, de retail pop-up, mais il y a plein de choses à imaginer pour animer autrement nos centres-villes et nos places. Notre volet en fait de la revitalisation des centres-villes, c'est évidemment la diversification économique, parce qu'aujourd'hui on a des centres-villes qui sont essentiellement commerciaux. Donc comment faire revenir la production industrielle en centre-ville avec toutes les contraintes que ça pose au travers de micro-industries. Donc là on a un exemple de microbrasserie. C'est un exemple qui est assez diffusé. Et puis il y a d'autres choses à imaginer, évidemment, d'autres micro-productions à imaginer avec de l'interfaçage avec de la vente en direct. Et puis des solutions d'urgence. Donc là, on vous a montré le Water Studio. Il y a plein de choses à imaginer en container qui permettent de répondre assez rapidement sur des territoires, on va dire, en situation d'urgence et d'apporter des services urbains, des sanitaires, des cuisines communautaires, des centres de santé. Ça, c'est des choses qui peuvent être aussi imaginées dans les dynamiques de revitalisation et de cohésion des territoires chez nous. Et enfin, la dernière promesse, c'est que le plug and play, on l'a vu tout à l'heure, c'est mobile. Donc ça permet vraiment d'imaginer une nouvelle géographie productive. On va pouvoir peut-être demain produire au pied des magasins, comme le fait Ikea avec les salades, produire dans des camions. Là, c'est l'exemple de Schlemmer, où en fait, ils ont à peu près 25 outils qui permettent de produire plus de 3000 pièces différentes de façon mobile, donc en maillant le territoire et en allant d'un point à l'autre. Donc là, ça fait complètement basculer la façon dont on va aussi penser le développement industriel sur les territoires. Et ça offre, là encore, la possibilité de produire dans des hubs locaux, sur les sites logistiques, au plus près de la production, et de complètement remailler le territoire. Donc évidemment, il y a plein d'opportunités. Nous, ça nous soulève des questions également, des questions pour les entreprises. C'est quoi les modèles économiques associés au plug and play? Quel impact ça a in fine sur le coût du local? Comment on peut intégrer cette solution plug and play dans les activités, on va dire, classiques, c'est-à-dire très linéaires des entreprises et casser cette linéarité? Et en quoi ça ça apporte des modèles qui sont in fine plus fins, plus agiles? Et si on casse la linéarité, on imagine qu'on va faire des synergies. Donc comment créer ces synergies? Avec qui? Et puis quelle est la part du high-tech versus du low-tech dans le plug and play? Donc ça, c'est des questions pour nous hyper pertinentes sur la façon dont les entreprises vont s'approprier la solution plug and play. Et puis du côté des territoires, on a aussi des questions, c'est comment on va intégrer les ressources locales au maximum via cette solution plug and play, et comment on va articuler le temps court et le temps long, c'est-à-dire le fait d'avoir une réponse très rapide sur le territoire avec des temps de planification plus longs à l'échelle de 10, 15, 20 ans qui sont aussi nécessaires. Donc comment on articule ces deux temps? Comment on s'assure que ces solutions modulaires, elles sont effectivement durables dans le sens
économe en ressources et qu'on n'est pas en train de déplacer le problème. Et puis, comment, in fine, ça participe de la résilience des territoires. Donc ça, c'est des choses qu'on veut essayer de mesurer et puis d'asseoir avec des données assez précises. C'est des questions qu'on a partagées avec les deux intervenants qui vont prendre la suite. Donc, avec le temps contraint, évidemment, ils ont chacun 10 minutes, mais pour nous présenter les solutions que leurs entreprises ont développées et puis comment elles commencent à répondre aux quelques questions que je viens de partager avec vous. Donc, je vais donner la parole dans un premier temps à Guillaume Fourdinier, qui est le cofondateur d'Agricool, et ensuite à Guilhem Grimaud, qui est le responsable éco-innovation de MTB Group. Guillaume, je te laisse la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Agricool, qu'on a créée en 2015. Je suis fils d'agriculteur à la base et j'ai grandi à la campagne et j'ai eu la chance d'avoir des fruits et légumes locaux qui étaient sains, qui étaient bons et qui m'ont beaucoup manqué quand j'ai commencé à vivre notamment à Paris. Et c'est pour ça qu'on a créé Agricool, pour être capable de finalement trouver une solution pour qu'on ait de l'alimentation, enfin plus d'alimentation locale dans une ville comme Paris. Alors pourquoi il faut de l'alimentation locale dans une ville comme Paris? Tout simplement, si on prend par exemple la fraise, 3 jours après récolte, elle a déjà perdu 50% de ses vitamines. Et donc c'est fondamental d'être capable de la relocaliser, quand aujourd'hui il y a à peu près 1500 km en moyenne entre le champ et l'assiette. Donc notre mission, c'est tout simplement d'accélérer l'accès à l'alimentation locale. Alors, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a vraiment utilisé du coup ce que Utopie appelle ici plug and play, puisqu'on a transformé un container. Donc on transforme des containers et on recrée à l'intérieur des paradis pour les fruits et légumes. Donc on va recréer la meilleure température, le meilleur climat, taux de CO2, l'humidité. On a des murs verticaux qui permettent justement de faire pousser les fraises, par exemple, comme celles qu'on fait produire. Là, on voit sur l'image une ferme qui est à La Courneuve. Sur les images suivantes, on peut voir les supports de culture. Voilà, par exemple. On reproduit la lumière en utilisant des LED qu'on a designés qui permettent justement d'avoir le spectre idéal. Et donc, en fait, dans ces briques de Lego, ce sont vraiment des briques de Lego qui peuvent produire directement à l'intérieur de la ville. On n'utilise aucun pesticide, on utilise 95% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle, sachant que 70% de l'eau sur la planète est utilisée pour l'agriculture. On n'utilise que des énergies renouvelables. Et puis du coup, il n'y a pas de transport, puisqu'on est capable de produire directement dans un environnement urbain. Je rajoute à ça que dans les fermes qu'on a du coup avec des containers transformés qui peuvent être apparentés à des Lego pour produire, on peut produire 100 fois plus au mètre carré qu'un champ, avec justement les résultats écologiques que je viens de citer. Donc ça veut dire que par exemple sur la ferme qu'on a là aujourd'hui à La Courneuve, on est capable de produire 20 tonnes de produits par an. Ça fait à peu près 1000 barquettes par semaine de fraises ou 3000 barquettes de salade d'herbes aromatiques sur un peu moins de 300 mètres carrés. Alors du coup aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a fait 5 ans de recherche et développement à peu près. On a levé 30 millions d'euros depuis 2015. On est 80 personnes, dont la moitié en recherche et développement, agronomie, ingénierie, software. On a dû à peu près inventer la majorité de nos technologies. Par exemple, les LED, c'est nos propres LED qui consomment 3 fois moins d'énergie que les meilleurs qu'on avait testés avant, parce qu'en fait, on est vraiment en train de creuser justement pour voir comment ça peut devenir possible, parce que ça nécessite de bouger beaucoup de barrières, y compris technologiques. Donc on a aujourd'hui une ferme à La Courneuve qui a 11 containers. Donc c'est vraiment 11 briques de Lego, hein. Ça peut être vu comme ça ressemble un peu à la Station Spatiale Internationale avec des containers bleus calés les uns sur les autres. Il y en a 2 qui sont des containers techniques. Il y en a un qui est un container de base vie en fait pour tout simplement les cultivateurs, ce qu'on appelle les cultivateurs, qui sont un métier qu'on a créé, qui est les producteurs de fruits et légumes dans ces fermes. Et donc c'est leur base pour déjeuner et se reposer, etc. Et puis il y a ensuite
8 containers de production, 4 containers de fraises, 2 containers d'herbes aromatiques, basilic, coriandre, persil, et un container de salade. Aujourd'hui, ces fruits et légumes, vous pouvez les retrouver chez Monoprix et notamment. Il y a aussi la grande épicerie, il y a aussi des sites en ligne, etc. Mais c'est majoritairement Monoprix. C'est le début, il n'y a qu'une ferme. Donc on est dans 12 points de vente aujourd'hui, on sera dans 60 points de vente à la fin de l'année. Et puis, au fur et à mesure de la multiplication des fermes autour de Paris et autour des grandes villes, on pourra justement continuer à déployer ce type d'agriculture un peu plug and play. Nous, on pense que d'ici 2030, à peu près 30% de l'alimentation des villes pourrait être locale. Ça ne veut pas dire que ça sera agricool. Nous, on est simplement là pour apporter une brique complémentaire. Je ne pense pas qu'on puisse avoir de prétention d'être capable de prendre cette place, de prendre une place si importante dans un sujet comme l'agriculture, dans lequel il faut apporter 75% de plus d'alimentation d'ici 2050. Alors même qu'on a déjà des défis importants écologiques notamment. Il faudra tout le monde. Donc moi, quand je dis 30%, c'est autant de l'agriculture en pleine terre que l'agriculture dans des serres, que l'agriculture justement en indoor comme nous. Mais on pense apporter une brique justement complémentaire, intéressante pour réussir à faire ce pari, puisqu'on peut produire directement dans les villes. Donc là, si j'essaye de faire un peu un point sur le côté justement plug and play d'Agricool, en fait, le gros intérêt pour nous, c'est qu'on va être capable de produire du coup n'importe où. Donc, on n'est plus obligé d'utiliser du sol agricole. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on peut produire, et c'est ce qu'on fait là aujourd'hui à la Courneuve, sur des endroits qui étaient avant des terres agricoles. C'est-à-dire qu'à la Courneuve, c'était la ceinture maraîchère de Paris. Aujourd'hui, évidemment, c'est très industrialisé. On est par exemple sur une friche industrielle à la Courneuve et on produit dessus. On est capable de recréer des terres agricoles à l'endroit où il n'y en a plus. Et on peut produire du coup n'importe où dans les villes et on peut produire dans n'importe quelle géographie. Donc on a testé par exemple à Dubaï, on a produit des fraises en utilisant 95% de moins d'eau alors que là-bas c'est un énorme problème, que des énergies renouvelables parce que tout était solaire, quand ils importent 90% à peu près de leur alimentation. Donc on est capable de produire dans des zones qui sont finalement des zones complexes pour produire, et on peut produire partout. Et voilà, donc le côté modulaire est évidemment là, on le voit avec le côté Lego. On peut ensuite, la modularité, ce qui est vraiment important aussi, c'est qu'on a une équipe à la Courneuve aussi, dans un autre site, dans notre siège social, qui peut piloter aussi bien 10 containers que 10 000 containers à distance. Tout est connecté et tout est piloté à distance. Sur place, c'est simplement les cultivateurs, donc il y en a 5 là sur la ferme de la Courneuve, qui vont planter, récolter les fraises et les livrer. Mais sinon, tout est piloté à distance. Donc, ça en fait une solution hyper industrialisable et connectée à distance et qui fait qu'on peut multiplier les containers comme ça, peu importe les géographies, peu importe les villes, pour multiplier l'alimentation et apporter un complément finalement des briques, des dents creuses des villes, justement, des dents creuses où finalement on n'aurait pas produit de toute façon en pleine terre, où on n'aurait pas fait d'ailleurs grand-chose de ces espaces. Voilà, j'espère que je réponds à peu près aux questions et n'hésitez pas si vous en avez après. Donc bonjour à tous. Donc par rapport à MTB, donc on a un modèle un petit peu particulier, je pense, dans le domaine, vu qu'on a deux grandes activités. D'une part, être fabricant d'équipements de recyclage et d'autre part, on est aussi opérateur du recyclage. Donc cette double compétence nous a toujours permis d'innover et d'être un peu précurseur dans le domaine et de trouver des nouvelles solutions parce qu'on avait d'une part des problématiques et on essayait de trouver les propres solutions. Donc aujourd'hui, on a des compétences sur un large spectre de déchets. Alors majoritairement pour l'instant sur des solutions qui vont être des solutions qu'on appellera centralisées. Mais petit à petit, en fait, on transpose donc l'ensemble de ces solutions, à commencer par le câble, mais maintenant on a aussi travaillé sur le pneu, avec des solutions modulaires en conteneurs. Et puis, on a aussi des développements qui sont faits spécifiquement avec des solutions modulaires pour répondre à des besoins et donc équiper localement ou s'intégrer aussi dans des chaînes de production.
Donc, dès l'origine, en fait, MTB a toujours été ancré dans un environnement très local, vu qu'on est implanté dans l'Isère. La majorité de nos partenaires sont aussi implantés dans la région Rhône-Alpes, mais on a été énormément orienté à l'international parce que notre premier marché, ça reste l'Amérique du Nord. Et au final aussi, aujourd'hui, on s'oriente vers l'Asie avec des partenariats forts parce que les problématiques déchets sont rencontrées à tous ces niveaux. Donc, on continue à produire et on continue à fabriquer localement nos équipements, mais on a quand même une démarche qui est assez, on va dire, mondialisée au final. Mais l'idée, c'est quand même de rester sur un ancrage très local. Donc, voilà, donc ça, c'est quelques chiffres. Je pense qu'on peut passer directement à la suite. Voilà, donc aujourd'hui, on a aussi 3 missions et on s'est aussi engagé dans un projet qui a 3 piliers. Donc, d'une part, c'est d'être sur qualité premium, que ce soit nos équipements. Ça a 2 effets. Tout à l'heure, il y avait la question, par exemple, de est-ce que la modularité est durable? Tous les équipements qu'on crée en modularité et en conteneur ont les mêmes performances et les mêmes niveaux de robustesse. C'est vraiment, on est connu pour ses qualités et la robustesse de nos équipements. Aujourd'hui, on a des équipements qui ont plus de 35 ans depuis l'origine de l'entreprise qui fonctionnent toujours, où on fait même aussi des opérations de remanufacturing et de rétrofit sur certains pour leur redonner une durée de vie. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier. Aussi sur la qualité, on veut surtout pas produire des équipements, notamment en modularité, ça pourrait être le risque, qui produisent de la qualité de matière recyclée moins élevée. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre axe de travail, de garantir ces performances-là. Ensuite, le deuxième pilier de notre stratégie d'entreprise, c'est vraiment le zéro déchet. L'idée, c'est de produire enfin de réduire au maximum la quantité de déchets et de fournir des solutions pour l'ensemble des gisements qui pourraient exister. Mais c'est aussi de travailler en amont. Aujourd'hui, on a aussi une approche de plus en plus éco-conception avec des industriels où on travaille en amont comme un peu un cabinet de conseil qui apporterait du coup des idées de design for recycling. Ça marche très bien avec certains industriels qui sont vraiment demandeurs et qui cherchent des nouvelles solutions. Et après, le dernier vraiment pilier de notre stratégie, c'est qu'on a vraiment une prise de décision qui est aussi avec cette vision de la nouvelle génération et de comment préserver l'avenir pour nos enfants. Donc, on a des projets quand même importants pour poursuivre aussi la demande. Donc, on a doublé notre capacité de fabrication. On a aussi augmenté, trouvé des partenariats locaux et relocaliser certaines activités, notamment des capacités d'usinage. Donc, pour vraiment avoir aussi cet écosystème en local et faire moins appel à des sous-traitants qui pourraient être éparpillés, voire même proposer à certains sous-traitants de se réinstaller à proximité. Et aussi sur la partie recyclage aujourd'hui, où on a un vrai objectif de développer plusieurs lignes qu'on a appelées les zéro waste plastique et zéro waste métal, où l'idée c'est de supprimer tous ces... Aujourd'hui, la plupart des déchets qui vont être traités sur ces lignes-là sont des déchets qui jusqu'à présent étaient exportés ou qui le sont encore. Donc, on a vraiment la vision de réduire cet export et d'éviter au maximum cette perte de valeur. Donc, si après, on revient vraiment sur donc après, voilà, on a aussi 2 missions qui sont, elles, plutôt de régénérer notre environnement et d'être plutôt sur des activités. Donc, d'un côté, mécénat avec The Sea Cleaner, où on cherche à accompagner le projet d'Yvan Bourgnon de dépollution des océans. Donc, d'une part, en tant que mécène financier, mais aussi partenaire technique, vu qu'on fournit la solution à bord du bateau pour le tri des déchets récoltés et jusqu'à la revalorisation en boucle fermée. Et après, on a un deuxième pilier, donc c'est ce qu'on a appelé le More Than Business, c'est aussi d'aller au-delà et d'avoir un projet de permaculture à proximité de l'entreprise. Donc, on a la chance d'être implanté à la campagne et donc avec, donc c'est la photo qu'on voit à droite, un projet permacole sur 8 hectares et aussi de faire contribuer donc nos collaborateurs pour redonner aussi du sens à nos activités.
Donc, si on passe vraiment sur la partie box concept, donc la genèse de l'idée, elle est vraiment venue de l'étude de l'impact environnemental de l'activité de recyclage et a commencé en fait par le recyclage des câbles. C'était vraiment le premier métier de MTB. Donc, on a étudié avec l'analyse de cycle de vie ces impacts-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à plus de 50%, l'impact il était lié à la chaîne d'approvisionnement. On est sur un marché qui, aujourd'hui, par exemple, chez MTB, c'est un marché du câble qui vient de tout le territoire. On a à peu près 40% du marché français. Et donc, logiquement, le câble, avant d'arriver chez nous, va parcourir 500-600 km. Et donc, c'est un impact assez important. Et après, une fois recyclé, il va aussi reparcourir une certaine distance parce qu'il va retourner vers des fonderies. Et donc, toute l'idée, ça a été de développer en conteneur une unité qui pouvait être au plus près du gisement ou au plus près de l'endroit où serait réutilisée la matière. Donc, c'était vraiment le premier développement. Donc, c'était la cable box qu'on voit là à droite. Et aussi, donc il y avait une question, donc là, ça va être sur la slide suivante. C'était aussi la question économique. C'est que d'une part, la collecte est un poids économique et un poids environnemental très important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'activités de recyclage, en fait, on a un coût de recyclage qui est supérieur au prix de rachat. Donc, c'est ce qu'on voit là sur le graphique. Et donc, toute l'idée avec le système box, c'est de réduire le coût de la collecte. Donc, c'est ce qu'on va voir là sur le flux en rouge. Donc, avec le système box, on réduit ce coût de la collecte. On réduit aussi les coûts de massification parce qu'on a un idéal local et on travaille avec une qualité de matière qui est plutôt qualifiée en fait en amont, vu qu'on a un flux qui est plus petit, donc on peut vraiment le qualifier. Et inversement, on va pouvoir augmenter les étapes de séparation pour multiplier les flux aval, par exemple par type d'alliage, par type de qualité, ce qui augmente le nombre de flux, mais qui permet d'avoir un prix juste pour chacun de ces flux et non pas une moyenne de l'ensemble. Pareil sur les activités de recyclage où on va pouvoir augmenter du coup la qualité. Et le fait de travailler sur cette augmentation de la qualité nous permet d'atteindre un nouveau prix, un prix plus élevé, et donc de créer une marge de cette activité de recyclage. Donc, on a des coûts qui, d'un côté, peuvent augmenter, notamment les coûts de traitement, et c'est aussi les coûts du travail humain qui sont liés à ces activités, parce que ramener à la tonne, on va avoir plus de personnel que dans une grande unité centralisée. Mais d'un autre côté, on évite tout le transport et surtout, on peut s'intégrer sur des chaînes de production, donc casser la linéarité qu'on pourrait retrouver. Et aujourd'hui, si on regarde, on a différentes gammes qui ont été déployées. Donc, on a par exemple la Rollbox qui est un système totalement autonome qui peut aller sur un chantier et qui permet en fait de dévider les fins de tourées de câbles et donc réduire pareil le coût du transport. Au lieu d'avoir un touret de 27 tonnes à transporter, en fait, on a juste une benne de câbles prédécoupée. On va avoir aussi, donc là en bas, c'est les deux qui se ressemblent énormément, mais une plutôt pour le câble, une plutôt pour le pneu. Et on a qui sont pas représentés sur cette photo, mais on a d'autres modules qui peuvent se rajouter pour affiner plus les plastiques, pour affiner plus les métaux. On a aussi fait une gamme vraiment sur mesure pour certains industriels qui avaient des problématiques sur un flux très spécifique de déchets où on a du coup conçu la solution. Et aujourd'hui, je dirais dans les prochains développements, donc c'est un peu la conclusion à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a certes une gamme complète de solutions plus ou moins standards qui correspondent à des flux de déchets, un petit peu la roue que je vous montrais au début de toutes nos compétences, mais aussi d'aller de plus en plus vers des solutions sur mesure pour les intégrer soit sur les sites où les déchets sont collectés, massifiés, soit plutôt dans les chaînes de production. Et il y a vraiment un dernier point aussi sur lequel on travaille de plus en plus et qu'on adresse aussi beaucoup avec la société Polyloop, qui est plutôt, elle, sur la box de recyclage des plastiques. C'est la mutualisation aussi des capacités de recyclage. Si on se rend compte que beaucoup d'industriels, par exemple, ont peut-être 500 tonnes, 1000 tonnes d'un flux de déchets, ce qui n'est pas suffisant pour faire un investissement,
mais en local, à proximité, il y a d'autres industriels qui peuvent avoir un tonnage suffisant pour déclencher l'investissement. Et c'est de trouver peut-être une saisonnalité et faire du coup déplacer la box en fonction de ses besoins. Et grâce à la digitalisation, grâce vraiment aux outils numériques, on peut aussi, sur un territoire donné, identifier les besoins et les capacités et donc pouvoir gérer et avoir des équipements qui sont avec un taux d'utilisation maximum. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ilham. Alors, avant qu'on prenne les questions, on voulait vous présenter les suites qu'on voulait donner à ces premières réflexions. Donc, on souhaite monter un groupe de travail sur le sujet plug and play, dont on sent que voilà, il est mûr et c'est le moment de l'explorer plus en détail et de le partager. Donc, l'idée, c'est de proposer à plusieurs entreprises de devenir membres de ce groupe de travail pour mieux comprendre les enjeux de résilience productive et les opportunités que représente le plug and play pour vos modèles économiques, de comprendre quelles sont les solutions les plus pertinentes, de vraiment aller dans le détail du modèle économique des solutions, d'aller rencontrer les porteurs de projets, et puis de comprendre du coup, quelles sont les conditions de la réussite pour déployer le plug and play. Dans l'idée de passer rapidement, parce que l'idée c'est vraiment de passer à l'action aussi, de passer rapidement à la conception d'un POC, donc dans l'idée d'apporter de la formation aux équipes et puis après de le partager en interne au sein de votre entreprise, donc au travers d'une formation dédiée et puis d'un atelier d'idéation qu'on pourra mener avec des partenaires. Le format du groupe de travail, on imagine une dizaine de réunions pour explorer les thématiques que j'ai commencé à introduire tout à l'heure. En alternant webinaires et réunions, ça nous permettra aussi d'avoir facilement des interventions internationales, avec à chaque fois l'introduction des enjeux par Utopie, et puis on laisse la place aux porteurs de projets pour vraiment nous présenter en détail leurs solutions. L'idée, c'est de rédiger un rapport avant la fin de l'année qu'on présenterait lors d'une conférence dédiée avec les membres du groupe de travail. Et en parallèle de ça, vu qu'on pense que là, l'enjeu, c'est vraiment de diffuser au maximum les solutions, c'est de mettre en ligne une plateforme web qui permettra de créer un espèce d'annuaire très intelligent des différentes solutions disponibles. Et pourquoi pas, si la crise sanitaire le permet, d'organiser une learning expédition pour partir à la rencontre des porteurs de projets sur les territoires. Donc ce groupe de travail, il est éligible à la formation parce que c'est vraiment voilà, c'est une formation de qualité. L'idée, c'est de démarrer assez rapidement ces travaux en juin, dans l'idéal, mi-juin peut-être. Donc nous, on pense que voilà, pour que les échanges soient fructueux, il faut qu'on ait à peu près 8 membres, donc ce sera à voir, avec un budget d'adhésion d'autour de 20-25 €. Et dans l'idée de commencer les travaux assez vite et de pouvoir publier l'étude et de la partager via une conférence en décembre. Voilà, j'en ai terminé sur les quelques mots que je voulais partager avec vous sur le groupe de travail. Donc n'hésitez pas, si évidemment vous êtes intéressés, à nous contacter suite à cette conférence. Et puis je vais laisser la parole à Samuel et Elisabeth pour nous partager les questions qui s'adressent soit aux intervenants Utopie, soit aux deux intervenants Agricool et MTB. Ouais, merci Annabelle, merci à tous. Je vais peut-être commencer. Il y a pas mal de questions. Il y avait pas mal de questions pendant l'intervention de Guillaume Fourdigné sur Agricool, et peut-être pour préciser son exemple et rentrer vraiment dans le vif du sujet. Guillaume, il y avait pas mal de questions pour toi sur alors l'impact en gros de ce type de production nouveau que qu'Agricool met en œuvre. Alors avec des questions sur les qualités nutritionnelles, des questions sur l'impact carbone, parce qu'évidemment le fait que tu aies parlé d'une production assez industrialisée, ça pose des sujets. Et il y avait des questions intéressantes sur la concurrence avec la production rurale, tant sur le volet, j'allais dire, plus social de la chose, c'est-à-dire est-ce que vous avez estimé l'éventuelle perte de revenus que ça représente pour des producteurs ruraux qui produiraient des fraises dans des conditions plus classiques, on va dire, par exemple. Et puis, peut-être aussi sur l'impact environnemental. Je pensais notamment à la concurrence avec des produits de saison, en fait. Le fait de produire des fraises en toute saison
dans les conditions que tu évoquais. Et puis, il y avait peut-être une dernière question pour montrer peut-être l'agilité du modèle, qui était, est-ce que votre modèle est applicable à tout type de production? La personne qui a posé cette question évoquait notamment peut-être des climats tropicaux, des fruits ou légumes tropicaux, notamment des fruits, j'imagine, qui permettraient peut-être d'éviter l'avion en hiver. Voilà, j'ai tout regroupé qui te concernait. Ok, merci beaucoup Elisabeth. Je vais essayer de faire rapide parce que c'est vrai que je pourrais en parler longtemps forcément. La qualité nutritionnelle dans un premier temps, en fait, la qualité nutritionnelle, on n'a pas une meilleure méthode que les autres qu'un producteur classique pour produire de la qualité nutritionnelle, ni une moins bonne. L'agriculture, c'est de la science, c'est une équation de photosynthèse. Et si on la fournit parfaitement pour la plante, elle donne une très bonne qualité nutritionnelle. Le gros problème actuel, c'est justement la perte de qualité nutritionnelle due au temps post-récolte. Donc quand vous récoltez un produit, forcément, pendant tout le temps où il va être chez des intermédiaires, stocké au frigo, en déplacement, chez vous, etc., il consomme son énergie. Et c'est comme ça que la qualité nutritionnelle se réduit. Donc nous, si on arrive à avoir, par exemple, à peu près 30% de plus de vitamines dans nos fruits par rapport aux fraises qu'on peut trouver en supermarché, c'est pas parce qu'on produit mieux, c'est parce que on a 24 heures maximum entre nos fermes et chez vous. Ça, c'est un premier point. Sur la partie impact carbone, évidemment, il faut qu'on prouve ça, parce qu'on l'a pas fait formellement. Donc là, on est en train de faire, par exemple, ACV. Donc l'empreinte carbone, nous, ce qui est important, c'est qu'on a du coup uniquement de l'énergie renouvelable. Si on produisait dans un environnement dans lequel il n'est pas possible d'accéder à de l'énergie renouvelable, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'offre, il faudrait surtout pas le faire. Parce que je pense que ça serait moins bon en termes d'impact. Mais avec de l'énergie renouvelable, avec l'empreinte plus que carbone, puisqu'il y a l'empreinte globale avec notamment le fait qu'on utilise 95% moins d'eau, qu'il n'y ait pas de transport, etc. Clairement, l'équation va être très positive, et on va le prouver de toute façon cette année. Sur la partie concurrence, c'est assez intéressant. Nous, on a un modèle très... Enfin, moi, je ne suis pas du tout un disrupteur ou quoi que ce soit. Je crois beaucoup à la complémentarité des modèles. Alors à la fois sur le côté social, nous aujourd'hui on crée un nouveau métier. Les gens qu'on a recrutés dans la ferme, c'est les 5 qu'on a recrutés par exemple à la Courneuve. On les a recrutés à la maison de l'emploi de la Courneuve. Ils n'ont jamais été dans un champ de leur vie. Ils sont nés à la Courneuve et en fait ils n'ont pas besoin d'avoir des compétences particulières pour produire à l'intérieur de nos fermes et on peut les former. Donc en fait on crée un nouveau métier qui est vraiment intéressant et je pense qu'on va créer beaucoup d'emplois agricoles dans les villes si ça peut se développer. Et sur la partie concurrent, alors là, moi je suis pareil, je suis le premier à dire si vous avez des fraises locales, sans pesticides à côté de chez vous, achetez surtout pas Agricool, ça n'a aucun intérêt. Nous, l'objectif, c'est de fournir ces produits à des gens qui n'ont pas accès à l'alimentation locale. Parce que quand on habite à la campagne, on sait que c'est bien de manger local. Quand on habite à Paris, c'est quoi l'alimentation locale? Je pose la question parce que personnellement, j'ai pas d'accès facilement à l'alimentation locale en habitant à Paris. Et donc l'objectif, c'est pas du tout de concurrencer les producteurs locaux, mais clairement oui, c'est de concurrencer les producteurs qui produisent trop loin. Donc on a aujourd'hui 75% d'imports par exemple sur les fraises en France, et je pense que c'est pas normal. Donc ça pour le coup, c'est sûr qu'on va concurrencer. Après, du coup, sur la partie de quel type de production on peut développer, moi, je crois beaucoup à tout ce qui est fragile, donc tout ce qui perd en valeur nutritionnelle au fur et à mesure du temps le plus possible, enfin le plus. Donc, les herbes aromatiques, c'est le cas, la salade, c'est le cas, les fraises et les fruits rouges, etc., c'est le cas. On a un problème avec tout ce qui va être arbres ou plantes qui prennent trop de place pour l'instant, parce que ça coûterait trop cher à produire dans nos solutions. Mais évidemment, tout ce qui vient de loin peut être aussi, et qui peut être tropicaux, peut être des sujets intéressants. On a commencé par ce qui a le plus d'impact dans la vie des gens. C'est comme ça qu'on regarde. Donc, par exemple, les salades, tout le monde en mange tous les jours. Il y a des problèmes de chlore, il y a des problèmes de pesticides. Et ben, on voulait trouver une alternative locale. Donc voilà, on essaye de faire les choses qui ont plus d'impact. Après, ça va prendre du temps et on est là pour de nombreuses années pour que ça fonctionne. On a, merci Guillaume pour ces premiers éléments de réponse, on a un certain nombre de questions sur les coûts de ces solutions. C'est vrai qu'au premier abord, ça peut sembler contre-intuitif
de multiplier des systèmes de micro-production tout en maîtrisant les coûts. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir, in fine, un système qui est compétitif avec des produits qui sont en bout de chaîne abordables? Alors, Guilhem a en partie répondu pour MTB avec ce très beau schéma. Qu'en est-il pour les autres types de solutions, que ce soit Agricool ou peut-être Annabelle et Arnaud, sur les solutions que vous explorez en ce moment? Moi, je peux juste compléter sur un point simplement, c'est que clairement, enfin, les coûts de production pour nous sont plus importants, beaucoup plus importants que si on produisait en pleine terre, à la campagne, etc. Ça c'est sûr. Et en fait, ce qui est intéressant, par contre, c'est que on a beaucoup de valeur nous qui se créent par la désintermédiation. Parce que normalement, dans la chaîne alimentaire, quand par exemple des fraises sont produites au Maroc à très très bas prix, après il y a la majorité du prix du produit qui se situe après le producteur. On a bien connu ces exemples sur le lait, etc., où on voit en fait que beaucoup de la valeur se situe non pas dans la production, mais dans le reste de la chaîne. Nous, c'est pas le cas. On a la grande majorité de la valeur qui se situe justement dans notre production, puisque derrière, on vient directement livrer le magasin. Donc ça représente du coup pourquoi, c'est pourquoi on arrive à avoir quelque chose d'abordable. Arnaud, peut-être tu peux compléter sur ce point du prix, s'il te plaît, enfin du coût, plus exactement. Oui, en fait, ce qui est assez intéressant bonjour à tous, ce qui est assez intéressant sur les questions de coût et le lien avec le plug and play, c'est ça permet de réinterroger en fait la question des économies d'échelle, la concentration spatiale, enfin ce qui a amené en fait la concentration spatiale de la production dans de grosses usines, dans de gros sites industriels, de gros sites productifs, pour justement travailler efficacement cette question des coûts et donc de l'économie d'échelle. Un des enjeux justement du plug and play, c'est justement travailler sur des solutions micro-capitalistique avec des coûts fixes plus bas. On a parlé de la robotisation. Annabelle a présenté des exemples d'optimisation énergétique, d'optimisation agricole, la réduction des coûts de transport. On est aussi sur des approches inclusives, Agricool en parlait, le travail sur la circularité, la ressource, les inputs à moindre coût, le travail aussi sur les approches circulaires, la réparation. Ça revient aussi à ce que disait Boris en introduction, hein, c'est un peu le coût global, c'est-à-dire il y a des chaînes d'approvisionnement internalisées, des problèmes cachés, il y a vraiment des coûts cachés aujourd'hui dans les produits mondialisés, donc des produits a priori à bas coût, mais qui présentent un certain nombre de coûts cachés. C'est aussi réduire malheureusement on risque de le voir dans les semaines qui viennent, sur la dépendance à des matières premières importées, à des marchés mondiaux, à des prix sur des marchés mondiaux. Il y a d'autres enjeux sur les délais, la flexibilité, l'innovation, la personnalisation des produits, qui sont aussi des enjeux de compétitivité. En fait, cette distribution de la production à travers des micro-unités de fabrication, voilà, on peut y voir un enjeu plus massif. Donc, bien évidemment, toutes les solutions ne sont pas rentables, mais il y a aussi une réduction des coûts, aussi des coûts de transaction qui sont très importants. Dans un travail qu'on a réalisé, on s'est rendu compte, on a fait un test aux États-Unis. Les coûts de transaction, c'est tous les coûts qui sont liés à l'échange, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour vendre un bien, pour le transporter, pour contrôler. Le coût a doublé en un siècle. Donc aujourd'hui, par exemple, sur $1 de PIB aux États-Unis, vous avez 63 cents qui sont des coûts de transaction. On voit bien qu'il ne reste plus grand-chose pour la production agricole ou production manufacturière. Et donc, l'idée d'être sur du local, d'être sur des filières courtes, permet aussi de réduire ces coûts de transaction et d'avoir peut-être pour un prix identique une valeur plus importante qui revient à la production et moins qui revient aux transactions. Donc voilà, il y a quand même aussi, ça réinterroge aussi la manière de construire les prix. Merci Arnaud, pardon. Il y a pas mal de questions. Il y avait quelques questions aussi sur l'impact et je pense que ça sera la dernière question parce qu'effectivement, on a un peu dépassé l'horaire. Il y a pas mal de questions sur l'impact du container en lui-même. Est-ce qu'il est… Alors, c'est peut-être une question pour nos deux intervenants de manière très
à la fois pratique et environnementale. Est-ce qu'il y a besoin de renouveler régulièrement les containers? Comment est-ce que l'impact du cycle de vie du container, quel est l'impact d'ailleurs du cycle de vie du container? Est-ce qu'ils sont recyclables en fin de vie, etc. Ou est-ce qu'il s'agit déjà de containers recyclés d'ailleurs, peut-être? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer, peut-être Guillaume ou Guilhem. On peut commencer si vous voulez. Guilhem et ensuite Guillaume, alors merci. Ouais, donc nous, les containers sont des containers recyclés à la base. On travaille avec CMA-CGM, qui est d'ailleurs en partie au capital, et petit, hein, mais pour être présent, et qui nous transmet tous les containers dernier voyage, donc qui de toute façon n'avaient plus de vie sur leur bateau. Nous, chez MTB, ça va être un petit peu la même chose. Alors, on n'a pas de partenariat direct avec un transporteur. Par contre, on travaille avec différentes sociétés qui font de la transformation. C'est peut-être ça aussi la spécificité, c'est qu'on a quand même pas mal d'ouvertures qui sont faites sur nos conteneurs. Donc, difficulté en fin de vie potentiellement pour les réutiliser pour d'autres usages. Par contre, ça reste des structures en acier qui sont tout à fait recyclables. Et si on regarde la durabilité, aujourd'hui, on est quand même sur des systèmes qui sont assez durables parce que même tout aussi durables, je pense. Alors, on n'a pas le retour d'expérience aussi long que sur des solutions stationnaires, mais on a quand même un équipement qui est fait pour durer avec des peintures suffisamment protectrices pour éviter toutes ces conséquences de rouille. Et surtout, ce qu'on propose aussi avec cette solution modulaire, enfin en tout cas pour les activités de recyclage, c'est d'éviter d'avoir du génie civil du bâtiment. Donc, on réduit l'impact du génie civil du bâtiment avec une solution qui peut être mise en extérieur et qui a simplement besoin d'une dalle pour recevoir le conteneur. Donc, on a aussi ce côté-là de… Alors, ça, c'est pas des calculs aujourd'hui qu'on a fait en entier. Il faudrait peut-être les faire, mais de savoir ce qui est le plus intéressant d'un point de vue environnemental. Par contre, aujourd'hui, les bâtiments sont quand même des structures qui peuvent vite être impactantes. Ok, merci Arnaud, Annabelle, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, on va peut-être conclure cette session. Merci à tous d'y avoir participé, évidemment à l'équipe d'Utopie de l'avoir préparé, à Charbel qui orchestre la technique que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Merci à Guillaume et Guilhem, nos deux intervenants. Je voulais juste vous dire que sur le 3e webinar que nous avions prévu, qui porte sur les stratégies de résilience des entreprises. Ça, je crois qu'on avait mis un titre qui était de la RSE à la résilience des entreprises. On l'avait prévu la semaine prochaine en prévoyant de manière très optimiste d'enchaîner ces webinars à un rythme hebdomadaire. Cela dit, en raison d'un grand nombre de sollicitations suite au premier webinaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait, mais qu'on n'avait pas anticipé à ce point, et même en amont de ce second webinaire sur Plug and Play, je pense qu'on va le décaler de 2 semaines pour laisser à l'équipe le temps de respirer. Donc, vous allez recevoir un petit mail, je pense, cet après-midi qui vous le confirme si vous étiez inscrit. Voilà, merci en tout cas beaucoup à tous. Et du coup, non pas à la semaine prochaine, mais à très vite dans tous les cas. Au revoir, à bientôt.